Chers téléspectateurs, bonsoir et c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Viva Événement en cette soirée du dimanche 2 février 2025. Dans les actualités de ce jour, la campagne de distribution de semences de riz hybrides aux agriculteurs débutera demain à Tanambé dans le district Tambatu-Diazak. Le président de la République, Andji Rajoelina, se chargera de cette première distribution pour l'amélioration du système agricole à Madagascar. L'utilisation du sémence de riz hybride qui est une stratégie permettant d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en riz fixée par Madagascar lors de cette saison agricole 2025. Plus de détails avec Sylvain, Anna Martina et Sech Hanjianap. Andriamatoa Andry Rajoelina, Andriamatoa Razana Mahefatahin'ny avy Mamonjatovo, sekretera-panjakana miadidin'ny fiandrianana ara-tsakafo, arotronin'ireo tompon'andraikitra ambony Isatso-Kajiny. Vidinana ifotony ao Tanambé, faritra Alaotra Mangoro, ny alatsinainy 3 febroary 2024 amin'ny 10 ora maraina. Fanomboana amin'ny fomba ofisialy ny fizarana maimaimpona masom-boly vary safiotra. Miroso hatrany isika ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fiara-mientana ho fanavaozana ny fomba fambolena na transformation agricole sy fanohanana ny tantsaha. Vidinana ifotony ao Tanambé, faritra Alaotra Mangoro, ny alatsinainy 3 febroary 2024 amin'ny 10 ora maraina. L'État commence officiellement à convertir les paysans malgaches au riz hybride. En effet, les premières semences de riz hybride offertes par l'État malgache seront officiellement distribuées aux agriculteurs de Tanambé ce lundi. Le président de la République, Andji Rajoelina, se chargera de cette première distribution demain. Avec cette nouvelle variété de riz hybride, Madagascar espère tripler le rendement de ses prisières allant de 2,5 tonnes par hectare à 8 tonnes par hectare, voire plus. L'objectif est de s'assurer que les 176 000 tonnes du million de tonnes de riz supplémentaires produits cette année soient du riz hybride. En plus des 200 tonnes de semences de riz hybride achetées en Chine, les autorités vont aussi distribuer 2400 tonnes d'engrais NPK, de 800 tonnes d'urée et de 2800 tonnes d'engrais organique. Pour la saison agricole 2024-2025, 550 tonnes de semences de riz hybride sera importée et distribuée à travers l'île et plus de 14 000 agriculteurs en bénéficieront. Pour le district Tambatu-Diazak en particulier, 30 tonnes de semences de riz hybride seront distribuées pour les agriculteurs locaux semés sur une superficie de 1200 hectares. Des engrais et des formations gratuites pour la mise en œuvre d'une technique agricole moderne leur seront également offerts dans le cadre de ce projet. La production de semences débutera également à Madagascar, outre la distribution de semences. Les régions Menabé et Sava seront les régions pilotes de ce projet afin de diminuer progressivement l'importation de semences. Après la cérémonie de lancement officielle par le président de la République, la secrétaire d'État en charge de la souveraineté alimentaire, Tahina Razanamayev, prendra le relais pour assurer la distribution dans tout le pays. La fraternité et la solidarité face aux responsabilités de chacun est important, a déclaré le Premier ministre aux sous-officiers qui ont marqué leur journée hier à Maazouariv, un événement qui est à la fois un hommage et une démonstration de compétences, ainsi qu'un rappel des responsabilités importantes des sous-officiers. Les détails avec Sylvain, Nzara Ranjiantsu et Sech Anjianab. La célébration de la journée des sous-officiers s'est tenue au sein de la bataillon des sécurités de la primature au BSP Maazouariv aujourd'hui. Le Premier ministre, chef de gouvernement, est venu honorer de sa présence cette cérémonie. Lors de son allocution, ce dernier a affirmé l'importance du renforcement de la solidarité et de la fraternité de tous les sous-officiers dans l'accomplissement de leur travail. Il a souligné que cela reflète la responsabilité de chacun et démontre son compétence. Le Premier ministre a également remercié ses sous-officiers pour leurs compétences de coordination et leur volonté de maintenir la sécurité tant en interne qu'en externe. Il les a donc encouragés à toujours maintenir cette volonté et cette capacité d'assumer leurs responsabilités avec intégrité. À la fin, le Premier ministre, Tsek Christian, a adressé ses meilleurs vœux aux sous-officiers de toute l'île. Il leur a demandé de continuer à renforcer l'entraide, le respect des règles et le patriotisme qui comptent parmi les principales valeurs des forces armées malgaches. Il convient de rappeler que la journée des sous-officiers est célébrée chaque année le 1er février.
Au cours de la célébration, il y a eu des activités militaires et des échanges entre les sous-officiers, en plus des compétitions sportives et une démonstration des compétences des sous-officiers au sein de la primature. Ensuite, l'entreprise ADEMA s'est redressée actuellement si elle était confrontée à de nombreuses difficultés suite à la crise sanitaire de Covid-19, a déclaré vendredi dernier son directeur général. Plusieurs défis sont actuellement lancés, notamment la rénovation des aéroports existants pour pouvoir accueillir des vols internationaux. ADEMA qui contribue activement à atteindre l'objectif fixé par Madagascar et le gouvernement malgache d'accueillir 1 million de touristes. C'est Sylvain, Martina sur les images de Sech Anjianab. La société ADEMA couvre 56 aéroports à travers le pays. La compagnie procède actuellement à l'amélioration de ses infrastructures existantes suite à de nombreuses difficultés que l'entreprise a dû affronter après la fermeture de tous les vols pendant la crise sanitaire de Covid-19. Parmi les visions fixées figure celle d'augmenter le nombre d'aéroports pouvant accueillir des vols internationaux, a déclaré le directeur général de l'ADEMA, en plus de la fourniture des services 24 heures sur 24 pour les passagers. En plus de cela, l'ADEMA travaille également avec des partenaires financiers internationaux sur de nombreux projets à grande échelle, notamment sur l'entretien et la rénovation de l'aéroport qui nécessite un budget important selon les explications. Travail qui doit être réalisé pour que l'ADEMA puisse participer à la réalisation par Madagascar de l'objectif d'accueillir 1 million de touristes selon les informations. Vendredi dernier, l'entreprise ADEMA a remis des médailles à ses employés méritants au nombre de 264 au CCI Vatou. À l'île Maurice, le 1er février marque la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans cette île. Comme chaque année, l'événement a eu lieu au Morne. Des dépôts de gerbes se sont également tenus dans d'autres endroits, notamment à Mahébourg. Cette journée revêt une importance particulière pour les Mauriciens car elle symbolise la liberté. Plus de détails avec Francesca Miret sur les images de Yves Janel. Le Morne se trouve au sud-ouest de l'île Maurice. Cette montagne du Morne est le symbole de la résistance des esclaves qui ont subi l'oppression à Maurice. C'est ici qu'ils se cachaient et qu'ils ont préféré la mort en se suicidant plutôt que de vivre en esclaves. Parmi eux figuraient des esclaves venus de Madagascar amenés sur l'île Maurice. Ce site est aujourd'hui un lieu emblématique de l'histoire de l'esclavage classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais pour nous, c'est un jour de réflexion, un jour mémorable. C'est le jour de l'abolition de l'esclavage et c'est la 190e année. Et pour nous, ça signifie beaucoup. C'est un symbole de liberté et aussi de dire non. De dire non à l'oppression. Et comme vous voyez, Maurice, on est un pays multiculturel, comme tout le monde vit ensemble, toutes les communautés. Mais cette histoire, l'histoire de l'esclavage, c'est l'histoire de notre pays. Comme chaque année, cette commémoration est un rappel du combat pour la liberté et témoin de l'histoire de Maurice, selon les explications du Premier ministre. L'esclavage fait partie de l'histoire du pays. Ce n'est pas l'histoire juste d'une communauté, c'est l'histoire d'un pays qui nous déposé. C'est un symbole de résistance. Et il y a aussi une célébration de l'essence de la liberté. Des spectacles artistiques et des concours ont également été organisés avec les enfants et jeunes mauriciens pour marquer cette abolition de l'esclavage. Donc mon texte est un peu plus basé sur les esclaves marrons. Donc, et mon texte c'est plus sur l'île Rodrigue, okay? La culture, les langues de Rodrigue. Nous sortons de beaucoup de pays d'Afrique. Donc grâce à ce mélange, on a pu créer le créole comme si. On est issu de l'île Gorée. Descendants de Madagascar, Mozambique et beaucoup d'autres. Donc à Rodrigue, il y avait beaucoup d'esclaves marrons. Donc dans le texte, j'incarne un esclave qui se sauve des maîtres et j'emmène les autres avec moi et je leur dis « Viens, est-ce que tu veux toujours subir les atrocités, tu veux subir les viols ?» Le 1er février est un jour férié pour les Mauriciens. Beaucoup profitent de cette journée pour se rendre au Morne. On compte jusqu'à 40 bus selon les explications. C'est important parce que nous avons été libres ce jour-là.
Tout est passé bien, c'est un jour férié et tous les gens viennent ici, ils viennent ici pique-niquer et puis regarder et voir le monument, tout ça. En plus de la cérémonie aux mornes, des gerbes ont également été déposées au Maïbourg. Normalement, aujourd'hui, il y a la cérémonie d'esclavage en Maurice et on a célébré au monde la première et ici à Maïbourg et demain il y a à Vieux-Grand-Port. Mais c'est le protocole de chaque année comme ça et voilà, tous les ministres qui descendent ici, les ministres de culture et il y a plein de les parlementaires et il y a le spectacle, les policiers qui font les parades, tout ça. Et il y a les dépôts des herbes, il y a ensuite les ministres qui passent la parole. L'abolition de l'esclavage, le 1er février 1835, est un symbole de liberté pour toute une génération. Cet événement restera gravé à jamais dans l'histoire de l'île Maurice. La cérémonie commémorative de l'abolition de l'esclavage à l'île Maurice a débuté hier dans le district de Pamplemousse. Des gerbes ont également été déposées devant le bassin des esclaves, un lieu où les esclaves étaient baignés avant d'être vendus. Et le développement commence à la base, ainsi l'entraide entre les élus, les nommés, les entrepreneurs, ainsi que la population est nécessaire pour résoudre les problèmes auxquels font face les habitants au quotidien et ne doivent pas attendre le gouvernement central, ont déclaré les responsables gouvernementaux de la région d'Amourou-Mani lors du lancement des travaux de réhabilitation du tronçon de route endommagé sur la RN35 reliant Ivat Centre et Amba Toufinadjan. Reportage signé Jean-Claude Andiamalal. Chacun a sa part de responsabilité pour résoudre les problèmes auxquels font face les habitants au quotidien. Ainsi, que ce soit les élus, les nommés, les entrepreneurs ou encore la population, tous doivent assumer cette part de responsabilité pour assurer le développement à la base et ne doivent pas attendre le gouvernement central, d'après le chef du district de Mananjin. La réhabilitation des infrastructures communes sont pour l'intérêt des résidents. De ce fait, l'entraide de tous est nécessaire, comme dans la réhabilitation de la route, d'après toujours ce chef district. Les usagers de la route nationale 35 se plaignent du mauvais état de la route entre Ivat Centre et Ambat Finadjan depuis bien longtemps, a déclaré le gouverneur de la région d'Amourou-Mani. L'unité de base a pu résoudre le problème en urgence, en plus des matériaux émanant du président de la République pour la région. Résoudre les problèmes de la population et lui assurer qu'il y a des élus qui les écoutent est la raison de la coopération de ses responsables. Le fait de travailler ensemble dans l'unité est nécessaire au profit de la population et pour le bon développement d'une région, affirme le député élu à Mananjin. La route nationale 35 n'a pas été entretenue depuis plus de 10 ans, de sorte que les tronçons endommagés a augmenté et qu'elles sont impraticables lors de la saison estivale. Même si la partie endommagée de la route se trouvait dans la commune de Mananjin, la RN35 est une route nationale par laquelle transitent les habitants d'Amourou-Mani. Ainsi, les deux élus dans cette localité, avec le gouverneur de la région et la population, se sont donné la main pour réhabiliter ces routes endommagées. À noter que cette réhabilitation est un travail d'urgence d'après les explications. L'achèvement de la route réduira les coûts pour le transporteur et les passagers en bénéficieront également, a déclaré un conducteur. Par ailleurs, le député élu Ambat Finadjan a confirmé la demande de réhabilitation complète de la RN35 et il a également appelé la population à prendre sa part de responsabilité dans la protection de ces infrastructures communes. Dans les actualités sportives, une place particulière sera accordée aux enfants et jeunes de chaque Foukountan, notamment dans le 4e arrondissement, pour leur développement. C'est la vision fixée dans la réalisation de la compétition sportive Coupe député FID, organisée par le député Irmar, élu dans le 4e arrondissement. La compétition a vu la participation de 32 Foukountan et le ministre de la Jeunesse et des Sports, avec le maire de la commune urbaine d'Antananarivo, Arlala Ramana venus sur place ont confirmé qu'ils accompagneront toujours les jeunes, notamment en termes d'infrastructures. C'est Sylvain Nzararanjiansou et Secha Anjianab. La compétition Coupe du député FID dans le 4e arrondissement a débuté aujourd'hui au terrain Sauval, Sonéran. 32 équipes réparties dans des groupes participent à cette compétition.
Les joueurs sont tous issus des Fukuntang qui composent le 4e arrondissement. C'est ce qui fait la différence de cette compétition. Et c'est également la raison de l'organisation de la compétition, pour renforcer la solidarité des jeunes de cet arrondissement et pour les accompagner, d'après le député élu dans cette circonscription. Les jeunes sont le garant du développement local et ils méritent d'être soutenus, a déclaré le maire d'Antananarivo, Arlal Ramanatsu. La Coupe Député FID est une compétition de base et c'est à travers ce genre d'activité que de nombreux jeunes ont pu être sélectionnés à participer à des compétitions nationales, voire internationales. Outre la direction de la ville, le gouvernement soutient également des activités comme cette Coupe du Député FID. La construction d'un stade Manara Bench est l'une des demandes de la jeunesse du 4e arrondissement et le ministre de la Jeunesse et des Sports a immédiatement répondu à cette demande. La compétition d'aujourd'hui a débuté par un match auquel se sont confrontés les chefs Fukuntang de cet arrondissement et les staffs du député élu dans cette circonscription. Les chefs de Fukuntang, vêtus d'orange, a remporté la victoire à travers un tir au but. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, destination États-Unis, le président américain Donald Trump tient ses promesses de campagne. Il a signé des décrets mettant en place des droits de douane de 25% contre le Canada et le Mexique et de 10% contre la Chine, faisant plonger Wall Street dans le rouge. Reportage est signé France 24. Il affirmait vendredi que rien ne l'empêcherait d'augmenter les droits de douane sur les produits mexicains, chinois et canadiens. Donald Trump a tenu parole. Dès mardi, le Canada, à l'instar du Mexique, paiera 25% de droits de douane supplémentaires sur ses produits à destination des États-Unis. La réponse du Premier ministre canadien ne s'est pas fait attendre. J'annonce la réplique du Canada. Des tarifs douaniers de 25% sur 155 milliards de dollars de marchandises américaines. Dès mardi, 30 milliards de dollars de produits américains vont être touchés par ces tarifs et dans 21 jours, pour donner le temps aux compagnies canadiennes de trouver des options alternatives, ce sera le cas pour 125 milliards de dollars de marchandises de plus. Dans son discours, Justin Trudeau insiste sur le partenariat historique qui lie les deux pays et rappelle que les Américains subiront aussi les répercussions d'une telle décision. Il est en train de jouer à la roulette russe avec l'économie mondiale. Donald Trump n'a pas parlé de nous durant sa campagne électorale. Il a beaucoup attaqué la Chine, le Mexique, mais très peu le Canada. En fait, on est passé sous le radar. Puis probablement que cette fois-ci, c'est la fois de trop. Le président américain affirme vouloir lutter contre le trafic de fentanyl et reproche au Canada de ne pas agir suffisamment pour réduire les flux migratoires. La seule exception qu'il accorde à cette surtaxe, le pétrole, il ne devrait être imposé qu'à hauteur de 10% et seulement à partir de mi-février. Ensuite, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est attendu mardi à la Maison-Blanche des États-Unis. L'État hébreu a confirmé la reprise des négociations ce lundi à Washington sur la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu. Depuis le 19 janvier dernier, 18 otages israéliens et 583 prisonniers palestiniens ont été libérés. France 24. Avant de s'envoler direction Washington ce dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou prévient, il ne se laissera pas imposer un cessez-le-feu permanent avec le Hamas. Nos décisions et le courage de nos soldats ont redessiné la carte. Mais je pense qu'en travaillant conjointement avec le président Trump, nous pouvons la transformer encore davantage, pour le meilleur. Si ces dernières semaines, Donald Trump a envoyé des messages contradictoires concernant le sort de Gaza, l'administration américaine pousse, elle, pour qu'Israël et le Hamas se dirigent vers la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu. Elle prévoit la libération de tous les otages en échange de centaines de prisonniers palestiniens et le retrait des troupes israéliennes de Gaza. À Tel Aviv, les manifestants et les familles d'otages interpellent directement le président Trump pour qu'il l'obtienne de Benjamin Netanyahou. J'en appelle au président Trump. Faites tout pour que la deuxième étape de l'accord sur les otages soit mise en place. Ça doit être fait. Il faut que tout le monde rentre chez soi et ne laissez pas Netanyahou torpiller la deuxième phase. Faites tout ce qui est en votre pouvoir. Ramenez-les à la maison.
bring them home. Mais le Premier ministre israélien refuse d'accepter un cessez-le-feu permanent, synonyme selon lui d'un maintien au pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza. Il a fixé la priorité de son déplacement à Washington, trouver un moyen de défaire définitivement le groupe armé responsable des attaques du 7 octobre. Et un raid israélien près du camp de réfugiés de Nuseirat a fait plusieurs blessés, dont un enfant qui est toujours entre la vie et la mort. 4 personnes ont également été blessées à cet effet. Reportage sur les images de France 24. Normalement, ce véhicule ne doit pas être là déjà parce que tout le monde sait que suivant l'accord qui a été signé entre le Hamas et Israël, la route routière doit être juste pour les piétons. Et là, ce véhicule était un peu vers le nord de ce qu'on appelle le pont de Wadi Raza. Et cet endroit-là, c'est exclusivement pour les piétons. On ne sait pas encore pourquoi ce véhicule était là. Apparemment, c'est un véhicule pour des déplacés. Il y avait des enfants dans la voiture suivant des témoins et c'est pour ça qu'il y a eu 4 blessés, grièvement blessés, parmi eux un enfant grièvement blessé. Et c'est ça le problème avec les Israéliens ou bien l'armée israélienne, c'est que quand il y a une violation d'une façon ou d'une autre, la riposte est toujours un bombardement ou bien un tir. Il n'y a pas de sommation, il n'y a pas d'avertissement. Là, c'est le premier cas où on parle d'un bombardement, mais par exemple à la Rafah, quand quelqu'un se rapproche d'un endroit où on ne sait pas vraiment les limites, parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas des frontières, pour se rapprocher, une fois il se rapproche, il les tue tout de suite. Il y a eu 2 ou 3 morts depuis le cessez-le-feu à cause de ce genre d'incident. Aujourd'hui, pareil à Abbasan, à l'est de Khan Younes, pareil, il y a un quadcopter qui a lancé une bombe sur des gens qui se rapprochaient un peu de l'Est et c'est pour ça qu'il y a eu des blessés. Malheureusement, c'est la façon de sommation pour l'armée israélienne, c'est terré tout de suite. On ne sait pas encore pourquoi ce véhicule était là. Est-ce qu'ils croyaient que c'est bon et on peut rentrer en voiture? Mais normalement, la sortie depuis le sud vers le nord en voiture, il doit être par la route Salah ad-Din. C'est la route principale qui fait le nord du sud avec une inspection et avec une présence de 2 sociétés ou bien compagnies de sécurité américaines et la commission égyptienne qatari qui fouille les voitures et qui demande aux gens qui passent de descendre de la voiture, fouiller la voiture sur un scanner et puis reprendre le trajet vers le nord. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et tout de suite après, vous allez suivre le film intitulé Alibi.2. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.